On va parler aujourd'hui du produit scalaire, une notion en mathématiques qui est très utile, permet de faire beaucoup de calculs intéressants en géométrie, et c'est assez rapide et pas si compliqué que ça à comprendre. Donc on va regarder ça ensemble. On va commencer d'abord par définir le produit scalaire, et puis on verra quelques applications comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc le produit scalaire, qu'est-ce que c'est? Une écriture de multiplication de vecteurs. Donc on a l'habitude en physique de l'avoir par exemple pour le travail. Donc c'est défini par F, la force. C'est produit scalaire avec le vecteur D qui est le vecteur déplacement. Donc c'est une longueur. Produit scalaire, pourquoi? Puisque en fait on va multiplier deux vecteurs qui ont des coordonnées, et on va voir par la suite qu'on peut avoir au-delà que les deux coordonnées du plan, mais donc, disons, commençons par le plan. Donc chacun deux coordonnées, et on va avoir qu'une seule valeur, c'est-à-dire un scalaire. D'où le nom produit scalaire, donc un produit qui transforme deux vecteurs qui ont tout quatre valeurs en une seule. Voilà, c'est un peu comme le déterminant. Donc, on regarde, par exemple pour le travail, on sait que l'énergie potentielle d'une bille qui a une certaine hauteur h, donc représentée ici, va avoir une énergie potentielle grâce à son poids. Donc la force, c'est le poids ici. La distance, c'est cette distance qu'elle parcourt ici en d, qui va être égale donc à p fois d en vecteur. Et on sait que ce produit scalaire donne l'énergie potentielle mgh, c'est-à-dire le poids fois la hauteur. Donc peu importe vraiment la longueur qui est ici, autrement dit celle qui est en abscisse, ce qui compte c'est la hauteur en y, h. Plus c'est grand, plus l'énergie potentielle est importante, d'où l'image que vous avez vue avant sur les montagnes russes, où bien sûr ce qui compte c'est la longueur en verticale. Et cette énergie donc, qui va être récupérée ici vaudra toujours mg fois h, et uniquement cette longueur-là. Or, h, c'est, par rapport à d, c'est, si on prend l'angle gamma de la A ici, c'est le cosinus de gamma fois la longueur d. Et donc, comme l'énergie potentielle c'était mgh, vous voyez, vous avez mg fois d cosinus gamma. Et donc on peut réduire par p fois d cosinus gamma. Vous savez que on peut noter les normes, donc la longueur d'un vecteur par deux barres, comme ça. Donc le p c'est ça, et le d c'est cette norme du vecteur d, et le cosinus entre les deux vecteurs, hein, puisque le p était exactement comme ça, vers le bas, et ça nous donne notre première formule, donc, qui est le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, et j'insiste bien, on part bien du même point. P qui part d'ici et va vers le bas, et D qui part d'ici et qui va ici, et on a bien cet angle-là. On verra que ça c'est important. Mais ça nous donne notre première formule. Donc, pas de problème. La formule, on va dire, qui définit un produit scalaire. Or, ce qui est important, c'est qu'on va avoir deux autres formules qui donnent exactement ce produit scalaire aussi. Et donc ça va nous permettre de jongler entre les exercices et des applications, et puis avoir plein de résultats super importants. Donc pour trouver cette deuxième formule, on va regarder ce qui se passe si on fait un produit scalaire avec un vecteur par lui-même. Donc on a la formule des normes fois le cosinus gamma. Je la reprends avec un vecteur quelconque que je vais appeler U, et je fais le produit scalaire. Donc U vecteur fois, enfin produit scalaire U vecteur, va me donner donc la norme de U multipliée par la norme de U et multipliée par le cosinus, mais cette fois-ci de 0 degré, puisqu'il n'y a pas d'angle. Le cosinus de 0 c'est 1, et donc on a uniquement la norme de U au carré. On regarde ce que ça donne. La norme au carré c'est x carré plus y carré, c'est-à-dire Pythagore.
Et on va regarder maintenant ce que ça donne si on prend le vecteur u plus v. Donc un vecteur u plus un vecteur v qui est quelconque, et on prend sa norme au carré, c'est-à-dire le produit scalaire par lui-même. Donc on sait que ça va être u plus v fois u plus v. On le développe. Quand vous développez, vous avez exactement pareil qu'une unité remarquable, et vous avez u carré plus 2uv plus v carré, et donc le produit scalaire, qui est donc indiqué ici en rouge, va être égal à cette partie-là, moins les normes de chacun des vecteurs. Ce qui nous donne notre formule du produit scalaire. Donc il suffit de prendre ce qu'on avait avant et qu'on divise par 2. Et on a une super formule avec que des normes au carré, mais qui nous donne notre définition numéro 2 du produit scalaire. Donc vous avez soit le produit scalaire qui vaut le produit des normes fois le cosinus, soit, deuxième définition, la norme au carré de la somme des vecteurs moins le carré des normes de chacun des vecteurs, et le tout divisé par 2. Cette formule, elle est, à mon avis, pas à apprendre par cœur. Vous pouvez juste réécrire le développement d'une unité remarquable, et vous la retrouvez quasiment instantanément, puisqu'il n'y a besoin qu'une seule ligne. Je pense que c'est beaucoup plus pratique que de l'apprendre par cœur. Il y a des fois beaucoup d'erreurs là-dessus, surtout sur l'application. On verra bien tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper dans le sens de U et V. Voilà, donc moi je conseille de reprendre cette formule voilà, et de la retrouver en développant. Très bien, on regarde maintenant la troisième, qui va être un produit scalaire en fonction uniquement des coordonnées. On y va. Donc je prends deux vecteurs U et V, chacun x, y et l'autre x', y'. On prend la norme de l'addition des deux vecteurs au carré, qui va donner par Pythagore x plus x' au carré et y plus y', le tout au carré. On rapplique notre formule précédente. Cette partie en rouge, donc on la remplace par ce qui est au-dessus. Et on n'a plus qu'à retrancher la norme de chacun des vecteurs au carré, ce qui va nous donner par couleur, donc ici U et ici V, ce qui va nous donner donc cette formule, puisque les x carrés vont se simplifier, les y carrés aussi, pareil pour les x' et les y' carrés, et il va nous rester que les doubles produits. Et le tout étant divisé par 2, et ben ça tombe bien, ça donne une forme très simple, x plus y, sachant que si on reprend le produit scalaire du même vecteur, donc u fois u, bah, vous avez x carré plus y carré, vous avez Pythagore. Donc tout ça découle vraiment du théorème de Pythagore en fait, hein, d'accord? Mais ça nous donne une troisième formule très très simple, très pratique sur les coordonnées. Donc, pour résumer, je mets la troisième formule qu'on vient de faire en dernier, et je rappelle que la première formule c'était u fois v fois cosinus gamma. Donc ça c'est vraiment la définition tirée de la physique, et avec cette formule on retrouve la formule des normes, et ensuite on vient de voir, vous avez la formule des coordonnées. Donc ces trois formules vous donnent la même chose, et c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Vous n'allez pas les apprendre par cœur, hein. Vous devez surtout les comprendre, au moins peut-être la première, et après les autres se suivent. Ici je vous ai rajouté ZZ', parce que on voit que ces formules-là, c'est pareil si on utilise la troisième dimension, d'accord? Donc si on utilise des vecteurs en 3 dimensions, donc en rajoutant Z et Z' ici. Oui, alors si vous avez le moindre doute, hein, vous pouvez reprendre les calculs, ça change strictement rien pour les deux premières. Et vous aurez ici, puisque dans Pythagore,
quand vous êtes en 3 dimensions, bah, vous avez x carré plus y carré plus z carré. D'accord? Vous n'avez plus la diagonale d'un carré, mais la diagonale d'un cube. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'on rajoute les coordonnées en z en dernier. Donc voilà, je me suis permis de le mettre ici. Comme ça, vous avez vraiment une formule qui marche dans toutes les dimensions, sachant que bah, si vous êtes en dimension 2, bah, z égale 0. Puis on regarde des applications qui vont être bien parlantes. Donc si je regarde un angle d'un triangle quelconque, alors évidemment quand j'ai des triangles rectangles, voilà, on a les formules cosinus sinus, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un triangle quelconque? Ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, il y a les formules des sinus avec les aires d'un triangle qui est très pratique, hein, mais vous pouvez aussi utiliser le produit scalaire. Donc, je prends un exemple, je prends ABC, donc A qui est 1, 1, B qui est 3, 3, 3, pardon, et puis C qui est 9, 1, mais vraiment quelconque, hein, même si là c'est aligné, vous imaginez bien que ça change rien. Si j'oriente différemment, ce qui compte c'est les coordonnées de points. Donc les coordonnées que je viens de vous donner, et je vais donc pour le vecteur BA, donc j'insiste bien, je vais de B à A, j'aurai moins 2, moins 2. On va bien ici à reculons de moins 2, et puis on descend ici de moins 2. Pour BC, j'augmente de 6, donc 6, et puis je descends de moins 2. Sinon, vous les retrouvez bien sûr en faisant C moins les coordonnées de C moins les coordonnées de B, et puis les coordonnées de A moins les coordonnées de B, bien sûr, par relation de Chasles. Enfin bref, vous avez donc les coordonnées des deux vecteurs. Donc, vous avez, première formule, vous avez le produit scalaire qui vaut le produit des normes, BA fois BC, fois le cosinus de bêta qu'on cherche. Le produit scalaire vaut aussi avec la dernière définition, les x fois x' plus y fois y'. Donc j'utilise ici la première formule et ici la troisième. La troisième, donc vous avez bien moins 2 fois 6 et puis moins 2 fois moins 2. Donc très facile. Ici j'ai fait moins 2 en facteur et donc il ne me restait plus que 6 moins 2, ça fait 4. Mon cosinus bêta qui vaut donc ce moins 8 divisé par ces deux normes-là. Voilà, vous les avez par Pythagore. Ici, je les ai calculés avec GeoGebra, mais c'est exactement pareil. Et donc, le cosinus bêta va être égal au produit scalaire moins 8 divisé par le produit des deux normes ici, ce qui nous donne moins 0,047. Et en faisant le cosinus inverse ou arc cosinus de moins 0,447. Alors le cosinus c'est important parce que ici vous avez tous les angles entre 0 et pi, donc ça c'est pas mal. Et ça nous donne 116,55. D'accord? Par la calculatrice, et c'est précisé, enfin c'est vérifié par GeoGebra. On a exactement pareil sur GeoGebra. Donc voilà, comment avoir l'angle entre deux vecteurs quelconques. Je vais regarder maintenant qu'est-ce qui se passe si on travaille sur des longueurs de triangle. Alors pour ça, j'ai pris un exemple sur le site là que vous voyez en bleu, très sympa, donc le ngwa.com. Et bon, voilà, vous avez un exemple d'exercice de physique classique où vous avez donc un poids B que l'on ne connaît pas et un angle 45 degrés voilà, qu'on a mesuré, un angle θ qu'on ne connaît pas, et par contre deux poids A et D qu'on connaît, hein, qui vaut respectivement 5 newtons. Alors si c'est pour avoir du 5 newtons, c'est du 500 grammes hein, fois 10 à peu près, 10 étant la valeur de G. Donc 500 grammes fois 10, 5 newtons, et puis à peu près là, presque 5, mais pas 5 quand même. Donc on a deux points un peu différents, et surtout on ne connaît pas ce θ. Alors comment on va connaître le poids de B et résoudre un peu tous ces inconnus? Donc premièrement, on effectue voilà, donc on cherche le poids de B,
Et on fait d'abord un schéma vectoriel pour y voir un peu plus clair. Donc je rappelle qu'effectivement le T3 on ne le connaît pas. Et donc le schéma vectoriel il est celui-ci. Ici j'ai une force, ici j'en ai une autre, et puis c'est en équilibre avec ce poids B. Pour bien étudier et pour y voir un peu plus clair dans ce schéma vectoriel, je peux les mettre dans n'importe quel endroit. Les vecteurs, je peux les déplacer dans n'importe quel endroit, ce qui est très pratique. Et ici, au lieu de les mettre en bas, je le mets en hauteur. Et on ne connaît toujours pas sa longueur, mais on sait que tout ça est à l'équilibre. Ce qui veut dire qu'ici, je retrouve bien mon 45 degrés et que cette longueur-là correspond à l'hypoténuse. Puisque je fais passer mon vecteur AD à cet endroit, je sais que ça vaut 4,8. Je sais qu'ici, il y a 5 et que ici, j'ai 45 degrés. Donc j'ai trois informations sur ce triangle. Comme j'ai 3 informations, normalement, dans un triangle, avec 3 infos, je peux tout savoir. Et ici, honnêtement, si on ne connaît pas le produit scalaire, on s'en sort avec les sinus. C'est ce qui est fait dans le site Engwa. Mais je propose ici de le faire avec le produit scalaire. Je réoriente mon triangle de cette manière-là pour simplifier un peu le problème et d'avoir ici une espèce d'hypoténuse, et je vais pouvoir après le placer donc sur un schéma. Donc en mettant A à l'origine, en mettant B sur une longueur de 5, et puis en traçant donc un cercle de 4,8, je vais avoir l'intersection avec une demi-droite à 45 degrés en D. Donc je vois par construction que tout est bien défini, et donc je vais pouvoir écrire ce que ça vaut le vecteur, le produit scalaire du vecteur AD par lui-même, ce qui fait donc sa norme au carré, mais ce qui vaut aussi, puisque c'est un vecteur, avec la relation de Chasles, A plus B, enfin AB, pardon, plus BD, le tout au carré. Je développe, comme on a fait dans la démonstration, en produit scalaire. Donc je vais avoir ici le premier vecteur AB qui est au carré, plus le double produit. Et là, vous regardez bien, je respecte l'ordre. 2 fois le vecteur AB, produit scalaire avec le vecteur BD, plus le dernier terme, dans une identité remarquable classique, plus BD au carré. Donc en développement, j'ai presque ma formule de produit scalaire, mais pas complètement, puisque si vous vous souvenez du premier exercice, il faut bien partir du point B si on veut utiliser le 45 degrés ici. Donc ça serait un peu différent, sinon on aurait de A à B comme ça, et puis on aurait cet angle-là. Donc ça marche aussi, mais je vous conseille de prendre l'opposé ici, et de prendre, au lieu de prendre AB, de prendre BA. Et là, on se retrouve vraiment dans l'angle 45 degrés, puisqu'on va vraiment de B à A et de B à D. Et donc on a cette formule égale à 0. Ici, je vais pouvoir donc, d'où l'intérêt de mettre un moins ici, je vais pouvoir mettre directement l'angle 45 degrés, ici, d'accord. Je remplace par toutes les valeurs que je connais, donc il y a juste BD que je ne connais pas, que je cherche, c'est ce qui est logique. BA, ça vaut 5, et puis AD, qui était donc à 4,8, au carré, fait 23,04. Je fais exprès de ne pas mettre 10, 2 fois 5, parce qu'on va voir que 2, c'est plus simple de le garder. On va regarder ça juste après. Là, je mets les deux valeurs ici, 25 moins 23,04 ensemble, et j'ai 1,96. Et donc, j'ai une formule avec une inconnue, BD, mais qui est mise une fois au carré, ce qu'on appelle un polynôme second degré. Ce qu'on vous apprend, c'est la résolution d'un polynôme second degré avec le déterminant. Ça marche aussi, mais moi personnellement, je préfère la forme canonique, qui est beaucoup plus pratique dans son exécution, puisque, à mon avis, il y a vraiment très peu de choses à savoir dans la forme canonique, et en plus, beaucoup d'étudiants se trompent dans les déterminants et se trompent en plus dans les solutions. C'est un peu dommage de ne pas y arriver, parce que il y a peu de choses à savoir. C'est ce qu'on va faire ensemble. Ici,
Je m'appuie sur le développement de BD-5. Hein, vous voyez, j'avais 2 fois 5. Et ben, je mets une division par 2 du terme qui arrive en, en deuxième, là, sur le polynomial du second degré. Donc, je mets mon inconnu ici. Je mets un signe moins, parce que quand je vais développer, j'aurai un signe moins. Et ici, je divise par 2. Donc, comme ça tombe bien, j'avais un 2 avant. Mais si j'avais pas un 2, il suffit de diviser par 2. Et c'est tout. Je mets plus le BD, hein, puisque on va le voir quand on va le développer. Et j'écris donc, qu'est-ce qui se passe si je développe BD moins 5 cosinus 45 degrés, le tout au carré. Donc, il y a juste l'identité remarquable à savoir. Qu'est-ce qui se passe quand je développe ça? Je vais avoir BD au carré, moins 2 fois 5 cosinus 45 degrés fois BD, c'est exactement ce qu'il y a au-dessus, plus un terme, effectivement, qu'on n'a pas demandé, sinon ça sera un peu vraiment trop facile. Mais je dirais que ça arrive de temps en temps, si par pur hasard, le 1,96 serait exactement ce terme-là, on aurait exactement ça, ici, dans notre équation du second degré, et on aurait ce qu'on appelle une racine double, ce qui arrive quand un déterminant est nul. Voilà. Mais ce qui est relativement rare et peu intéressant. Bref, donc je rappelle, vous avez ce développement d'une identité remarquable nous donne exactement les 2 premiers termes du début. Et c'est ça une forme canonique. Vous avez toujours ici le début d'une identité remarquable. Et c'est facile, il suffit de prendre le signe qui est là, et puis diviser par 2 le second terme en x, hein. Ici c'est BD mais c'est en x, sans le x. Donc franchement, aucun problème. Et on n'oublie pas de rajouter ce terme-là qui sort évidemment du carré, et donc c'est ce terme-là, le tout au carré. Donc on a ça, et je reconnais exactement le même début. Et ce qui est important, c'est que je vais pouvoir simplifier, vous voyez. Ici j'avais du BD carré, ici j'avais du BD, et bien tout ça, ça va être égal à moins 1,96, hein, il suffit de passer ça de l'autre côté. Donc vous voyez, vous avez une équation qui était un peu complexe, parce que vous aviez à la fois du BD carré et puis du BD, un qui augmentait, par exemple si on augmente x, le BD carré l'augmente, alors qu'ici ça diminue, enfin bref, en l'état c'est pas possible de résoudre. Par contre, grâce à la forme canonique, vous remplacez quelque chose de complexe par quelque chose de très simple, même si vous avez du mal à le croire. Ici c'est très simple, c'est au carré. Et dedans, j'ai qu'une seule fois BD, avec des valeurs que je connais, donc je maîtrise. Donc déjà, je sais que tout ça, c'est positif. Donc, si mon 5 carré, cosinus carré de 45 degrés n'est pas plus grand que 1,96, j'aurai pas de solution, puisque ça, c'est positif. Et si ça, c'est négatif, je ne peux pas avoir un carré qui est négatif, donc ça ne marchera pas. Donc vous voyez, ça, déjà, je vais avoir déjà une info. Je vais aussi avoir comme info que quand BD vaut ce truc-là, 5 cosinus 45 degrés, j'aurai un minimum, parce que ça vaudra 0. On a plus de compréhension du problème. On reprend notre exemple ici. Donc ici, je remplace ce gros machin par moins 1,96, puisque c'est égal, forcément, puisque c'est égal à 0. Et donc, j'ai BD moins 5 cosinus 45, le tout carré, qui est égal à ça. Je le calcule. 5 au carré, c'est 25. Cosinus carré de 45 degrés, c'est 1,5. Je calcule, ouf, on a bien un nombre qui est supérieur à 10, qui vaut 10,54. Et donc, on sait qu'on aura une solution, voire deux, puisque ici, on a un carré qui est bien positif. Donc, je peux prendre la racine carrée. Et donc, BD moins 5 cosinus 45 degrés, c'est égal à plus ou moins racine carrée de 10,54. Donc, je vais passer le 5 cosinus 45 de l'autre côté, je peux le calculer. Première solution, je vais avoir, donc si je prends la solution en plus, je vais avoir racine de 10,54 plus 5 racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 étant cosinus de 45 degrés, va être égal donc à 6,782 pour BD,
Et puis ça semble bien correct. Et d'ailleurs, on le vérifie avec GeoGebra, on a bien 6,782. Formidable. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour cette deuxième solution? Donc, la deuxième solution, c'était non pas avec un plus, mais un moins, ici. Donc, on retranchait le racine de 10,54 et on obtient 0,289. Cette deuxième solution correspond tout simplement à l'intersection, deuxième intersection avec le cercle. Le premier cercle, je vous l'ai dit, vous aviez une intersection ici, qui correspond à notre exercice, mais dans le produit scalaire, vous avez aussi l'intersection avec le deuxième point avec le cercle, qui est en dessous, ici, avec aussi 45 degrés. Donc cette solution, c'est logique. Vérifie aussi bien les hypothèses qu'on avait données au départ, sauf que nous intéresse pas pour notre exercice, puisque nous on cherchait la grande longueur. Mais GeoGebra, si on regarde la longueur qui est ici, nous donne aussi 0,289. Voilà. Donc tout va bien. On a les deux solutions et il n'y en a qu'une qui nous intéressait, la plus grande. On va regarder maintenant un troisième exemple sur l'espace. Un point 1, 0, 1 et puis un vecteur qui fera 1, 2, 3, pour faire simple. Et donc ça nous donne cette visualisation ici, avec donc un vecteur 1, 2, 3 qui va comme ça, vers le haut. Voilà, avec plus 1 en x, plus 2 en y et plus 3 en z, donc bien vers le haut, en partant du point A qui fait 1, 0, 1. Et je vais chercher tous les points M, x, y, z, qui vérifient tout simplement que le vecteur AM ainsi défini avec le M inconnu ici, soit perpendiculaire au vecteur n. Donc, le produit scalaire va valoir 0, puisque je rappelle que quand l'angle fait 90 degrés, d'accord, ici le cosinus vaudra 0, donc le produit scalaire vaut fatalement 0 aussi. Donc, un produit scalaire qui est nul, et ceci va me permettre de calculer tous ces points qui vont former un vecteur normal, on dit perpendiculaire au vecteur n, n pour normal justement. Je calcule le vecteur AM, j'ai plus qu'à faire le produit scalaire avec le vecteur que j'ai choisi, 1, 2, 3. Et donc j'obtiens le produit scalaire avec la troisième définition. J'obtiens 1 fois x moins 1, plus 2 fois y, plus 3 fois z moins 1. Ce qui nous donne, donc là vous voyez, le x, plus 2y, plus 3z. J'ai bien mis, là cette fois-ci je ne l'ai pas mis là, mais là j'ai bien mis la couleur bleue pour le 3 qui est là. Donc chacun des coefficients devant le x, y et z correspond tout simplement au vecteur normal, ce qui est tout le temps le cas en fait. On a toujours ici les coordonnées du vecteur normal à tous ces points. D'accord, tous ces points, vous l'avez compris, ça va être un plan. Je précise que le 4 ici, il vient de... j'ai moins 1, ici j'en ai pas, mais ici j'ai moins 3, donc moins 1 moins 3 ça fait moins 4, je le passe de l'autre côté, ça fait 4. Cette valeur-là est importante pour notre exemple, c'est ce qui donne le niveau du plan, c'est-à-dire passons par le point A. On voit que le point A d'ailleurs, il vérifie ça, bien sûr. Si je prends 1 pour x, enfin si je prends z égale 1, comme je multiplie par 3, ça fait bien 1 plus 3, 4. Donc cette équation passe bien par A. Et donc ça correspond au plan perpendiculaire à 1, 2, 3, passant par le point A. Et si on augmente cette valeur ou on diminue, on n'a que juste des plans qui sont parallèles et qui vont augmenter ou diminuer selon l'axe n. On regarde ce que ça donne sur GeoGebra. Voilà, c'est parti. Donc ici, je remets mon plan, x plus 2y plus 3z égale 4. On le voit, voilà, c'est ce plan bleu. Et
Voilà, on le fait tourner, il passe bien par le point A. Et si on regarde de côté, il sera bien perpendiculaire donc au vecteur 1, 2, 3, qui est ici en noir, vous voyez, hop, pas de problème. Et donc je rappelle, hein, si on augmente le 4 ou on diminue, bah, ça sera des plans parallèles, plus ou moins bas. Donc si je veux avoir celui qui passe par 0, hein, parallèle à ça, à ce plan-là, mais passant par 0, bah, il suffit de mettre 0 ici. Voilà. Et graduellement, tac, on augmente. Si maintenant je regarde ce qui se passe en 2 dimensions, et ben, vous voyez ici le plan. D'accord? Si le plan, vous regardez le plan z égale 0, donc ici je remplace par z égale 0, j'aurai x plus 2y égale 4. Et donc j'aurai cette droite-là, puisque c'est l'intersection du plan z égale 0 avec notre plan bleu. Et donc je vais avoir l'équation de la droite. Donc c'est comme ça qu'on fait l'équation de droite en 3 dimensions, on fait l'intersection de 2 plans. Mais si on veut regarder juste ce qui se passe en 2 dimensions, hein, ce qui est des exos classiques. Voilà, donc ma vidéo, voilà, vous voyez donc la droite x plus 2y égale 4 dans le plan de x et y. J'ai l'intersection, et donc dans le plan xy, donc classique en 2 dimensions, bah, cette équation de droite, c'est x plus 2y égale 4, et ça va être donc perpendiculaire au vecteur 1, 2, que vous voyez ici, tac, tout simplement. Donc ça marche aussi pour les 2 dimensions, hein. Voilà, on enlève le z. Donc voilà ce que je vous disais, hein, en 2 dimensions, on se met dans le plan xy, l'intersection notre droite, qui est donc bien d'équation x plus 2y égale 4, bah, vous la tracez, vous voyez comme moi, si x égale 0, y vaut 2, et si y vaut 0, x vaut 4. Donc on a bien cette droite-là. Coefficient directeur, bah, c'est moins 1,5. Hein. Ça descend de 1,5 à chaque fois qu'on avance de 1. Et bref, ce qu'on a eu pour le plan tout à l'heure en 3 dimensions, vous avez pareil en 2 dimensions, une fonction affine, donc ax plus by, et tout simplement l'ensemble des points qui sont perpendiculaires au vecteur a, b, ici 1 et 2. Donc c'est quelque chose voilà, qui est très pratique, et ça vient du produit scalaire. Le produit scalaire est nul, et donc on a juste ce coefficient là qui dépend du point de passage, hein, puisque sinon vous aurez des droites parallèles, bah, soit ça passe ici, soit ça passe en dessous, soit ça passe à 0, voilà, comme j'avais expliqué un peu avec le plan tout à l'heure, mais ici on a pareil avec les droites. La droite qui est parallèle à la bleue passant par 0, bah, ça va être x plus 2y égale 0. Et donc on a toujours cette direction perpendiculaire qu'on appelle normale. Voilà une façon de tracer des droites très simples. Bon, bah merci beaucoup et à très bientôt.